Toujours à mes côtés, Najwa Laïté, Paul Amar, Vincent Roy, le contre-révolutionnaire, Édouard Tétrault qui est avec nous. On va parler de l'intervention de Monsieur Bayrou. Hier, l'une de ces mesures phares, vous le savez, mesure gadget ou pas, c'est la suppression de 2 jours fériés. Ça a fait beaucoup jaser. Non mais c'est curieux parce que il dit à propos du lundi de Pâques, alors qu'il est lui-même un vrai catholique, il dit le lundi de Pâques n'a aucune signification religieuse. Mais enfin, pardon, c'est une journée liturgique. Après 7 jours de douleur et le jour de la résurrection, c'est le premier jour du temps nouveau et c'est le premier jour à la fois de la paix et de la joie. C'est le lundi de l'ange. Et pour faire corps avec le révolutionnaire Édouard Tétrault et le contre-révolutionnaire, on a toujours célébré à Versailles l'office. On a toujours célébré à Versailles l'office de l'ange, qui est l'office du lundi de Pâques. C'est une journée éminemment religieuse. Et je suis très étonné qu'ils disent que ça n'a aucune signification religieuse. La preuve d'ailleurs, c'est que dans tous les grands pays européens catholiques, je pense à l'Espagne, je pense à l'Italie, on fête évidemment le lundi de Pâques et l'on célèbre l'office de l'ange. Allez, boîte à archives, vous savez, Alexandra Boulin et Julien Duroux qui travaillent à mes côtés, ont suggéré, ils sont allés piocher, parce que c'est terrible, hein, les archives, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mon cher Paul Amar, avec une petite sortie d'Emmanuel Macron. Alors Paul, vous me disiez hors antenne de quand date cette archive. Très précisément, Alexandra Boulin et Julien Duroux me l'ont dit, ça date du 25 avril 2019. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron à cette période-là. Ah ouais, c'est terrible la boîte à archives, hein, parfois. Est-ce qu'il faut revenir sur des jours fériés? Moi, je ne suis pas favorable à cette méthode. Je ne suis pas favorable parce qu'on a déjà essayé, parce que ça n'a pas très bien marché, parce que c'est pas clair, parce que c'est une complexité absolument abyssale pour tout le monde et parce que, à la fin, ça renvoie à des complexités, les entreprises ne le font pas de la même manière, il faut que ce soit optionnel. Nous adorons les débats, moi aussi, mais si on pouvait s'économiser en plus le débat de savoir quel jour férié on choisit, ce serait formidable. 25 avril 2019... Et hier, nous étions le 15 juillet 2025. Et tout à l'heure, nous avons écouté Emmanuel Macron qui disait que le plan de M. Bayrou était solide et clair. Parfois, c'est terrible, hein, les archives. Paul Amar. Écoutez, je vais exaucer le vœu d'Emmanuel Macron. Je vais faire l'économie de ce débat. Je vais peut-être vous surprendre, mais je n'ai pas du tout envie de faire l'exégèse, comme on le fait, comme tous les médias le font, du discours de François Bayrou hier, qui a perdu son temps et qui nous fait perdre son temps. Il suffit de voir les réactions des 3 oppositions, le RN, l'extrême gauche et le PS, qui voteront la censure à l'automne prochain. Il nous a annoncé une année blanche fiscale, c'est une année blanche politique, une nouvelle année blanche depuis la décision incroyable, si lourde de conséquences, d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc le pauvre Bayrou sait très bien qu'il est condamné. D'ailleurs, il a une phrase extraordinaire. Il a une phrase extraordinaire qui aurait intéressé Freud ou Lacan. Dernière station avant la falaise. C'est vrai. Il dit en 5 mots sa propre angoisse. Il dit notre angoisse, la falaise pour lui, pour nous. Alors sauf pour le président qui lui restera en haut de cette falaise et qui aura de toute façon un moment de vérité. Si Macron veut être un homme d'État, il devra prendre une décision. À supposer que la censure soit votée, il devra enfin affronter le peuple français et par référendum, par dissolution, par nouvelles élections, tirer les enseignements d'un nouveau scrutin. On va dire ça comme ça, d'un nouveau scrutin. Je pense au général de Gaulle, 69. Proposition de réforme du Sénat, le peuple français lui dit non, et il a l'élégance de se retirer. Alors si on ne veut pas vivre 2 années blanches politiques, vierges de tout, si lourdes, et au bout de ce chemin-là, la falaise possible, eh bien Emmanuel Macron devra enfin prendre une mesure, une décision à la hauteur de l'enjeu. C'est faire feu, c'est faire fi, c'est faire fi, c'est faire fi de l'ubris d'Emmanuel Macron. Vous ne croyez pas, je vous connais bien. Ah non, pas une seconde. Vous n'y croyez pas 2 secondes et demie. Non, mais j'ai pas dit j'y croyais. Non, je pense. Je lui suggère de. Je pense que. La nuance est importante. Bien sûr, cher Paul. Je pense que Paul a raison au nom de l'élégance dont il parle. Mais là, c'est le cas Macron sur ce point et son hubris, son ego, vous appelez ça comme vous voulez, lui interdiront cette élégance. Édouard Tétrault.
Bon alors, je suis désolé, je risque de pas être totalement d'accord avec les personnes. C'est l'intérêt du débat. Si tout le monde est d'accord autour de ce, je me sens. Et Najwa El Haïty, c'est pas encore exprimé. Ça m'arrange si vous n'êtes pas d'accord aussi, hein, vous savez. C'est un peu le but, oui. On a un sujet. J'ai travaillé longtemps sur les marchés. Je me suis fait un peu une spécialité des crises financières, la gestion des crises financières, le crack Internet 2008-2009. J'étais à New York quand la terre s'est un peu ouverte sous nos pieds. En fait, je trouve que les propositions de François Bayrou sont assez courageuses. Elles sont en deçà de ce que je souhaitais dans mes contre-propositions. Moi, je pense notamment que l'heure est tellement grave qu'il faut implémenter le non-remplacement de 1 fonctionnaire sur 1 pendant un quinquennat, pour forcer les organisations administratives à réajuster, à à numériser, etc. Parce que en fait, on n'a plus l'argent. Et les propositions qu'il fait, et on voit la patte, pardon de faire sa publicité, mais on voit la patte d'Amélie de Montchalin notamment là-dessus, sont équilibrées, précises. Il n'y a pas de grand déséquilibre, on met pas tout sur un registre. C'est soit on arrive à faire 40 milliards d'économies aujourd'hui, soit, ce qui est vraisemblable parce que la censure sera votée et le gouvernement risquerait alors de sauter, c'est pas les Français que Emmanuel Macron va retrouver, c'est les Français qui vont se retrouver en face de leurs créanciers. Et moi, je me souviens de ce qui est arrivé à la Grèce en 2010, c'est le principe de la courbe en J. Tout d'un coup, vous avez des taux d'intérêt tellement élevés qu'en fait, vos créanciers ne vont plus vouloir vous prêter d'argent parce que ils savent que vous pouvez plus rembourser. Et à ce moment-là, c'est pas 40 milliards d'économies qu'il faudra faire, mais la taille de notre déficit, c'est-à-dire 160 milliards. 160 milliards. Et ça, vraiment, je veux l'éviter pour mon pays. Et je trouve, autant on anticipait ce qu'allait dire l'extrême gauche, etc. Je trouve que le Rassemblement national, notamment, fait une erreur en s'alignant sur l'extrême gauche et les socialistes en voulant refuser ce train de mesures. C'est pas 40 milliards qu'il faudrait économiser, c'est 160 milliards qu'il faudrait économiser dans l'urgence cet automne si on ne fait pas les économies. Ouais, ça va pas être facile. Hein. Paul Amar et Najwa El Haïty. Paul Amar souhaite vous répondre. Votre réaction est tout à fait légitime et même recevable. Sur le plan économique, moi je vous suis. Je décrivais simplement une réalité politique à laquelle va se heurter François Bayrou. Pardon. Mendès France, Raymond Barre, Jacques Delors. Mendès France n'a duré que 7 mois. À chaque fois que des hommes ont voulu, par responsabilité, par clairvoyance, par lucidité, dire les choses aux Français et incarner une certaine forme de rigueur, ils se sont heurtés à ce mur politique, à cet aveuglement politique, et c'est malheureusement, je dis bien malheureusement, ce qui risque de se passer pour François Bayrou dans quelques mois. Allez, Najwa El Haïty, je vous ai pas donné la parole. Oui, on est tous d'accord pour dire qu'il y a urgence. Je disais tout à l'heure, François Bayrou, on peut être d'accord ou pas d'accord avec le plan qu'il nous présente, mais les choses sont dites. Les choses sont dites. Sans doute, il ne va pas assez loin, mais comment peut-il aller loin dans cette démarche, puisque politiquement, nous sommes paralysés au niveau du Parlement. Donc, il ne s'agit pas d'être naïf. Hein. Donc là, le Premier ministre, j'ai envie de vous dire, il fait du mieux qu'il peut, et avec les armes qu'on lui donne. Ensuite, je reviendrai sur les jours fériés. Les jours fériés, donc, on parle de suppression. Mais le message derrière, il est quoi? Le message, c'est maintenant, il faut qu'on travaille plus. Il faut qu'on travaille plus. Mais est-ce que c'est la suppression des jours fériés qui vont faire que le président de la République lui-même, il disait non, on a tenté, c'est pas efficace. Il le sait lui-même. Hein. Mais il le sait lui-même. Les solutions pour faire travailler plus, déjà formons mieux nos jeunes. Vous voyez, les seniors, on parle de l'emploi des seniors. On pousse les seniors à travailler plus longtemps. Donc on pourra aussi parler des retraites, mais on pousse nos seniors à travailler plus longtemps, sauf que le problème, dès l'âge de 45 ans, vous êtes considéré comme senior dans une entreprise et on ne veut pas vous employer parce que vous coûtez cher à l'entreprise. Mais c'est toutes ces questions-là
qu'il va falloir aussi régler. Les charges sociales aussi des entreprises. Moi-même, étant à la tête de mon propre cabinet d'avocats, les charges sociales sont énormes. Donc ça pousse pas à employer. Non, il faut travailler plus. J'entends. Vincent Roy. J'entends. Enfin, c'est le message qu'on veut nous faire passer. Mais vous avez raison, et j'entends tout à fait, c'est parfaitement recevable. Le problème, c'est que vous savez, par exemple, qu'il y a une surreprésentation des émigrés dans le chômage ou dans des gens qui n'ont pas d'emploi, et on en fait rentrer 500 000 de plus par an. On fait comment ? Il faut travailler plus, mais en réalité, on fait rentrer de plus en plus de monde dans ce pays. Et pas un mot sur l'immigration. Pas un mot sur le coût de notre politique migratoire. Les spécialistes s'accordent, je parle sous votre magistère, 30 à 40 milliards d'euros par an. Les rapports existent. Bon, L'Assemblée nationale, moi, je veux bien, on va chercher des économies ici ou là. Et alors, quant aux fonctionnaires, là, pardonnez-moi, mais 3000 sur la masse des fonctionnaires, et on n'en remplacera pas 1 sur 3 lorsqu'ils partent. C'est très très peu. Ce sont des mesures à la marge. Effectivement, il ne peut pas aller plus loin. Je comprends qu'il ne peut pas aller plus loin, puisque de toute façon, il n'a pas de majorité, que la Ve République, elle ne fonctionne qu'avec une majorité. Donc, il est obligé de... C'est assez habile, d'ailleurs, à la fin, il dit, vous allez discuter de tout ça, je vous donne les grandes lignes, vous en discuterez, et il met aussi les députés devant leurs responsabilités, d'une certaine façon. Mais enfin, quand même, il y avait des choses à dire. Les Français attendent qu'on leur parle de cette politique migratoire, du coût de cette politique migratoire, parce que il y a pas un mot, silence radio. C'est le silence total. Donc il y a quand même, quelques reproches à lui faire, même si l'on sait qu'effectivement il est bloqué de toutes parts et qu'il va l'être sans doute de manière définitive à la rentrée. Allez, juste avant de terminer cette émission, je voulais vous faire écouter Bruno Retailleau qui s'est exprimé cet après-midi justement sur ce plan présenté par son Premier ministre. Il ne fait absolument aucun doute que la France est menacée. Quand on a plus de 3 000 milliards d'euros d'endettement, ça veut dire qu'on perd son indépendance et qu'il y a un appauvrissement du pays, avec un retentissement d'ailleurs pour les Français. Et si demain on continue comme cela, alors il y aura une crise financière. Donc le péril, il est là. Voilà, le péril, il est là, le constat, il est là. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Heidegger, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Paul, je vous laisse le mot de la fin. Vous sentez comment la chose ? Ça va être compliqué. Désespéré. Moi, je garde une... Non, mais il faut toujours garder une note d'espoir. Hein. Je veux dire, même quand on touche le fond, à un moment on ne peut que remonter. Autre, vous ne pouvez que remonter. Donc, il faut garder espoir. Et puis... ne dites pas ça à Emmanuel Macron, qui se prend pour un demi-dieu. C'est une légende grecque que vous décrivez. Hein. Quand le mot de la fin, notre contre-révolutionnaire Édouard Tétrault. Après Heidegger, Montaigne, qui craint de souffrir, souffre déjà ce qu'il craint. Oui. Et voilà. Vous avez vu le niveau de cette émission ? Ah bah oui, mais c'est... non mais là, quand même, on est là quand même. Hein. Ah bah là, on se demande si on n'est pas sur France Culture. Là, on se pose des questions. Les amis, c'était un plaisir de vous avoir à mes côtés pour commenter cette actualité. Et c'est bien parfois de prendre un peu de hauteur. On en a bien besoin.